Brice Hortefeux, que faites-vous à l'heure actuelle ? Eh bien, à l'heure actuelle, un peu comme hier d'ailleurs, et sans doute comme demain, je suis un responsable politique, engagé, toujours dans la même famille, avec les mêmes convictions. Et celle-ci s'exprime dans un mandat de député européen, donc à Bruxelles et à Strasbourg, et d'élu régional en Auvergne, devenue aujourd'hui région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez. Vos parents, Brice Hortefeux, si je ne me trompe pas, l'un était banquier, votre mère, professeur d'histoire et géographie. Il n'y avait rien concrètement qui vous poussait vers la carrière politique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez de manière continue et fidèle dans la carrière politique, et je vous poserai plus tard une question sur vos choix qui ont toujours été, me semble-t-il, à droite. Oui, bien sûr. Non, moi j'étais d'un milieu où on ne faisait pas de politique. Je n'ai pas dans mes antécédents, mes aïeux, de responsables politiques, mais à table, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de radio, sauf le souvenir que j'avais à peine d'ailleurs 10 ans. Enfin, j'avais 10 ans d'ailleurs en mai 68, où là, mes parents mettaient à table la radio. Mais s'il n'y avait pas d'engagement, il y avait une conversation à table qui portait aussi sur l'actualité, les engagements, les choix. Et quand mes parents avaient des invités, cela tournait aussi souvent sur les questions d'actualité, mais pas seulement, parce que mon père, lui, était donc effectivement dans une banque, et dans une banque plus tournée qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été rachetée dans le cadre des fusions qui sont produites depuis plusieurs décennies, mais une banque était spécialisée dans l'aide aux petites et moyennes entreprises. C'est une banque de PME. Donc c'était très concret, c'était du quotidien, c'était du terrain. Bon. Et ma mère était effectivement professeure d'histoire et géographie dans l'enseignement libre, et a repris, alors qu'elle avait... je pense autour de 45 ans, ma mère est toujours vivante, elle a 92 ans, et elle a repris des études de théologie vers cet âge-là. Donc c'était une conversation qui était à la fois très concrète, parce que dans la vie quotidienne par mon père, et parfois aussi un peu intellectuelle, du fait des relations de ma mère. Vous avez su très tôt ce que vous vouliez faire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, parce que on sait très bien que autour de nous, on a ceux qui exercent des métiers par vocation et ceux qui en exercent par alimentation. Et ceux qui exercent des métiers par vocation, c'est une chance qui est exceptionnelle. Moi, j'ai des enfants qui sont encore jeunes, et c'est ce que je leur explique. Je leur explique que moi, j'ai eu vraiment beaucoup de bonheur, ce qui n'exclut pas les difficultés, les inquiétudes, les problèmes, bien sûr. Mais j'ai eu beaucoup de bonheur parce que je croyais à l'engagement public. J'étais un militant politique jeune, un peu parce que j'avais un peu raté mon entrée à l'époque à Sciences Po. Et donc j'avais adhéré à la famille politique qui était la famille gaulliste. Et j'ai donc... et depuis, j'y suis resté. Et ça, c'était en 1976. Nous sommes donc en 2024, et je préfère ne pas faire le calcul. Voilà. Vous avez, si je comprends bien, vous n'avez jamais hésité sur le parti politique au sens large que vous alliez choisir. Vous n'avez jamais été tenté par la gauche, par exemple, et sa philosophie. Non, enfin, il y a un double choix. Le premier choix, c'est l'engagement dans le public ou dans le privé. C'était pas tracé, mais les hasards de la vie, ça c'est le hasard, m'ont amené à aller tout simplement
à une réunion publique. J'avais 18 ans, c'était au Palais des Congrès, c'était Jacques Chirac qui était à l'époque Premier ministre, aurait été sur le départ. Moi, je connaissais pas toutes ces subtilités, mais enfin, il y avait Jacques Chirac qui était là, il y avait Charles Pasqua dont je n'avais jamais entendu parler, il y avait Robert Grossman qui était le président des jeunes gaullistes, et puis il y avait Nicolas Sarkozy et un certain nombre d'autres. Et le hasard a fait qu'à la fin de cette réunion, moi j'avais trouvé ça très sympathique. La réunion était moyennement réussie, même si j'étais totalement novice, j'avais compris que c'était un peu moindre que ce qui était attendu. La salle du Palais des Congrès était à moitié vide, enfin bref. Mais à la fin, je suis allé voir un jeune qui s'était exprimé avec beaucoup d'enthousiasme, de talent, avec des formules. Je ne sais pas si elles reflétaient une grande profondeur idéologique, mais en tout cas, il y avait de l'enthousiasme. Et c'était Nicolas Sarkozy. Et je lui ai dit, bon, bravo, c'était bien, moi ça me donne envie d'adhérer. Et il m'a dit, bah oui, tu devrais adhérer. Et là, je devais préparer Sciences Po. À l'époque, le concours d'entrée était en septembre. Et je ne l'ai pas tellement préparé. J'avais d'autres joies à 18-19 ans. Et comme je ne l'ai pas bien préparé, du coup, j'étais assez disponible. Et j'ai adhéré à ce moment-là à l'UDR. C'était donc avant le RPR, qui était le mouvement de Jacques Chirac. Et après, j'ai persévéré. Quant au choix, oui, moi, je suis sensible depuis toujours à l'ordre, à l'autorité, avec une conception. Alors, René Raymond avait distingué les orléanistes, les bonapartistes, sans doute plus bonapartistes. Et à l'époque, Jacques Chirac, je n'ai pas toujours été un de ses soutiens, mais à l'époque, j'étais un militant donc totalement de base, très enthousiasmé par Jacques Chirac et son côté général sur le pont d'Arcole. Et donc, je me suis engagé à ce moment-là avec beaucoup d'enthousiasme. Si vous aviez, Brice Hortefeux, à distinguer, disons, le terreau de la droite et de la gauche. Est-ce que diriez-vous comme distinction fondamentale ? D'abord, je me suis posé une question il y a déjà de longues années, à savoir si le progrès n'était pas de gauche, parce qu'on est environné, déjà à cette époque, par une espèce de pression sur la gauche et le progrès. La gauche, c'est ce qui a fait bouger nos sociétés, et ainsi de suite. Et je me suis interrogé dessus. J'ai interrogé d'ailleurs aussi ma mère, qui était professeure d'histoire. Et j'en ai aussi à l'époque parlé avec Roger Carucci, qui est un professeur agrégé, qui n'était pas encore sénateur, qui a été secrétaire d'État, qui était agrégé d'histoire. Et je me suis convaincu de plusieurs choses. D'abord, que le progrès naît de la confrontation des idées. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas, moi, macroniste, parce que cette méthode qui consiste à vouloir étouffer ou placer sous un étai noir tout débat en disant on prend le meilleur des uns et des autres, ça je n'y crois pas. Et d'ailleurs, je pense que l'époque récente et l'époque actuelle nous montrent que ça ne marche pas. Et ensuite, j'étais préoccupé par tout ce qui est l'ordre face au désordre, l'autorité face à la faiblesse. Ce sont des valeurs. À cela s'ajoute la liberté économique, une certaine forme de conservatisme social. Eh bien ça, ce sont des valeurs qui sont portées par la droite et qui sont beaucoup moins portées par la gauche. Même si j'avais été très frappé étudiant par un livre qui était le livre de Guy Rossilandi, et c'était Le chassé-croisé. Et c'est de manière assez synthétique et amusante, on reprenait les idées qui étaient soi-disant les idées de gauche, et on s'aperçoit que dans l'histoire, elles avaient beaucoup bougé, et que le provincialisme, ça avait été de gauche puis de droite, le militarisme, ça avait été aussi de gauche à une époque, comme la Commune de Paris, et donc il y avait des valeurs qui s'étaient croisées, mais globalement, je me reconnaissais dans les valeurs d'ordre, d'autorité, de liberté, et je pense qu'elles étaient mieux portées, plus incarnées quand on était de droite.
Est-ce qu'au fond, Brice Hortefeux, la campagne que, pour ma part, j'ai trouvée exceptionnelle, elle n'a jamais été égalée de Nicolas Sarkozy en 2007, n'était pas un petit peu une contradiction heureuse par rapport à cette conception un petit peu... non pas médiocre, mais un peu stéréotypé de la gauche et de la droite. Oui, mais c'est d'ailleurs, en ce sens, Nicolas Sarkozy a incarné une rupture, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait gagner. D'habitude, les candidats aux élections présidentielles, après le général de Gaulle, ont tous cherché, schématiquement, à gagner les élections présidentielles au centre. Et Nicolas Sarkozy a lui choisi, au contraire, d'être totalement disruptif. Et je me souviens d'une conversation avec, à l'époque, Claude Malhuret, qui était un de mes amis, qui était le maire de Vichy, donc dans ma région, qui était aujourd'hui un sénateur dont on souligne le talent. Ses discours régalent. Voilà, ses discours régalent. Il l'a toujours fait, d'ailleurs. Il faisait ça à ses vœux au mois de janvier dans sa commune. Et je me souviens très bien d'une conversation avec lui. Il s'était engagé à l'époque aux côtés aussi de Nicolas Sarkozy. Et quand Nicolas Sarkozy a commencé à évoquer l'identité nationale et des choses comme ça, bon, qui étaient des concepts un peu, j'allais pas dire en tout cas sulfureux, mais un peu brûlants en tout cas. Et Claude Malhuret me disait, évidemment, on s'est accroché au bras des fauteuils en disant « Oula !» Et finalement, c'est sans doute ce qui l'a fait gagner. Ce qui a fait gagner Nicolas Sarkozy, c'est le côté disruptif, c'est-à-dire effectivement la question de l'identité de notre pays. Il a pressenti que ça devenait un sujet qui était un sujet de plus en plus difficile, complexe et menacé, la question de notre identité. Et puis, il avait aussi résumé ce qui était son engagement économique, le travailler plus pour gagner plus, qui d'ailleurs l'a sans doute contribué puissamment aussi à le faire gagner. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, donc 17 ans après, que la notion de travailler plus soit une valeur qui fasse gagner. Je pense que la société a évolué et évolué très vite. Comme vous évoquez tout à l'heure le progressisme, vous ne pensez pas aussi que ce qui a été un terreau absolument formidable de 2007, c'est que il a récupéré des valeurs et des principes que la gauche s'était abusivement appropriés. On a eu le sentiment d'une conception de plénitude totale sur le plan intellectuel et sur le plan politique, en disant « mais ça n'appartient pas à la gauche tout cela ». Oui, la gauche, bon, moi par tempérament et en avançant en âge, je suis de moins en moins caricatural et schématique. Bon, quoi. Mais il faut bien reconnaître que la gauche, quand elle a été au pouvoir, 97-2002, la fois précédente, il y avait eu une dégradation, pour des raisons multiples d'ailleurs, mais une dégradation assez nette sur toutes les questions régaliennes. Il y avait le problème de justice, il y avait le problème de délinquance et la question migratoire qui arrivait déjà de manière très concrète. Et Nicolas Sarkozy, son talent, ça a été d'incarner une rupture dans la continuité. Il y avait eu le changement dans la continuité de Valéry Giscard d'Estaing qui avait bien fonctionné à son époque. Et là, il incarnait la rupture tout en étant ministre de Jacques Chirac. Et on sentait bien, moi j'ai commencé ma carrière gouvernementale sous Jacques Chirac, en été les 2 dernières années, et on sentait bien qu'il y avait un peu un épuisement de tout cela, malgré Dominique de Villepin, malgré même d'ailleurs Jacques Chirac, qui lui a terminé, je pense, sa vie publique avec des convictions assez fortes. Il était anti-américain, il était devenu un peu écologiste, radical sur certains plans, enfin, et des choses qui étaient originales, mais qui pressentaient aussi d'ailleurs. Mais donc Nicolas Sarkozy, c'est sûr, a bousculé, puisqu'il a bousculé l'extrême droite, qui a été réduit à pas grand-chose. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen lui a quelque part rendu hommage, en constatant qu'il lui avait convaincu des électeurs qui lui étaient théoriquement acquis. Et il avait bousculé aussi à gauche, qui est pour ça d'ailleurs qu'il a voulu
symboliquement accueillir dans son gouvernement, et parfois d'ailleurs ça n'a pas toujours été compris, il y avait la fameuse formule de Patrick Devedjian, peut-être qu'on pourrait s'ouvrir ou s'élargir jusqu'aux sarkozystes, quand il avait accueilli Bernard Kouchner ou Jean-Marie Bockel qui venait de la gauche, ou Fadela Amara et d'autres encore. Et donc oui, il avait réussi un peu à transcender. Mais il n'avait pas transcendé par un centrisme mou, il l'avait transcendé par des affirmations fortes. Votre premier poste politique, est-ce que je ne me trompe pas, c'est chef de cabinet du maire de Neuilly qui était Nicolas Sarkozy? Oui, c'est-à-dire que je le connaissais assez bien d'ailleurs, et quand il a été élu maire de Neuilly dans des circonstances qui étaient un peu particulière, puisque Charles Pasqua, c'était d'abord la mort d'Achille Péretti, qui était la mort brutale d'Achille Péretti, qui était compagnon de la Libération, qui avait été président de l'Assemblée nationale. C'était une personnalité indéboulonnable, qui avait commencé sa carrière en Corse, mais qui s'était enraciné en fait à Neuilly. Il était député de Neuilly plus tôt. Et Nicolas Sarkozy était un de ses adjoints. Il décède brutalement lors d'une réception je crois, de l'ambassade de Corée, j'imagine, du Sud, et la succession s'ouvre, des personnalités très, très éminentes s'y intéressent. Il y avait donc Charles Pasqua, qui était sénateur, qui n'avait pas encore été ministre, mais qui était un sénateur. Il y avait le premier adjoint ou le deuxième adjoint d'Achille Péretti, qui était Louis-Charles Barry, qui était de la sensibilité giscardienne, qui était encore forte, puisqu'on est en 83. Et puis, il y avait Antoine Dupont-Fauville, qui avait été le directeur de cabinet de Michel Debré, qui était banquier, président du Crédit du Nord, mais qui était le directeur de cabinet de Michel Debré, donc une autorité morale, intellectuelle, et ainsi de suite. Et Nicolas Sarkozy, qui était un jeune avocat stagiaire, qui est arrivé là-dedans, et finalement, sans doute, ne l'ont-ils pas vu venir, et sans doute certainement, ils ont eu tort, puisque finalement, à l'arrivée, c'est lui qui a été élu. Et quand il a été élu, il m'a demandé de venir travailler avec lui. J'étais étudiant, c'était un peu compliqué, ça a un peu inquiété ma famille, mais enfin, ça a été le début d'une aventure, oui. Ça fait partie de l'histoire de France, d'une certaine manière, pour tous ceux qui s'intéressent à la politique politicienne, mais cela dit sans mépris, en ce qui me concerne. Oui, tout à fait. J'ai appris pas mal de choses, d'ailleurs. Vous avez, au fond, Brice Hortefeux, vous avez souvent été qualifié d'ami proche de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été lassé du fait d'être exclusivement défini comme tel, alors que vous avez votre identité politique et intellectuelle? Oui, et là encore, parce que vous êtes aimable, parce que on me qualifiait d'ami Nicolas Sarkozy, on m'a qualifié, je crois que c'était Jean-Louis Debré, avec lequel j'avais un temps des relations un peu compliquées, qui avait des relations très difficiles avec Nicolas Sarkozy, qui m'avait qualifié de porte-flingue. Enfin, j'ai eu droit à un peu tout ça. Bon, donc j'ai eu droit à tous les synonymes plus ou moins avantageux. Mais non, moi j'avais... je le dis encore aujourd'hui, moi je suis un sarkozyste définitif. Je dis inoxydable, je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit si inoxydable que ça, mais en tout cas définitif. D'abord parce que je respecte pas beaucoup les politiques qui changent d'étiquette. Moi, j'ai eu beaucoup... Là aussi, j'ai une deuxième chance, c'est que j'ai pas eu de... J'ai pensé comme tout un chacun à ma carrière, mon avenir, mais j'avais pas comme beaucoup de responsables politiques que j'ai observés. J'en ai observé quand même, pas mal. Le besoin de me poser chaque matin la question: à qui dois-je plaire? C'est une chance formidable. J'ai franchement autour de moi, y compris des gens que j'aime bien d'ailleurs. Enfin, mon Dieu, il faut miser sur le bon. Moi, je me suis pas posé de questions. J'étais engagé avec Nicolas Sarkozy. Je considérais que, étant ami avec lui, mais je suis parrain d'un de ses enfants, mais en l'observant, je considérais qu'il y a beaucoup de qualités, comme tout un chacun, avec des défauts aussi. C'est pas parce qu'on est amis, parce qu'on est proche, qu'on n'est pas lucide. Je suis lucide sur lui comme il est certainement sur moi, et sur mes qualités,
mes faiblesses, et moi je le suis sur ses qualités très nombreuses, mais il y a aussi quelques faiblesses, et donc je me suis pas posé cette question, et donc ça ne me dérangeait absolument pas. Mais on m'avait un jour, je crois, posé une question, alors que j'étais ministre de l'Intérieur, mais dans l'ombre. Écoutez, je ne sais pas si quand on est membre d'un gouvernement, même secrétaire d'État ou chou-farci, on n'est pas vraiment dans l'ombre. Non, c'était une tribune dans Marianne, qui était un hebdomadaire à l'époque qui prospérait sur l'anti-sarkozysme. Donc, vous savez, c'était les unes. Sarkozy est-il fou? Sarkozy est-il... je sais pas, enfin, il y avait différents trucs. Moi, j'avais eu droit Hortefeux est-il nul? Donc, ils avaient eu la gentillesse de dire dans la conclusion de l'édito, mais c'était pas la une de répondre que non. Mais enfin, la une, c'était quand même ça la question. Ce qui impressionne toujours quand on se balade pas loin d'ici, j'avais un kiosque là où on voyait le dos. Et donc ça ne m'a pas dérangé en tout cas. Voilà, j'assume ça sans aucune difficulté. On évoque souvent, Brice Hortefeux, la comparaison entre la classe politique d'aujourd'hui et l'ancienne, en quelque sorte, au bénéfice de cette dernière. Est-ce que vous êtes vous-même sur cette ligne qui consiste à considérer que aujourd'hui, au fond, on a une classe politique par rapport à l'autre très médiocre? En tout cas, on observe bien des différences qui étaient déjà amorcées. Il n'y a pas de rupture, mais il y a une forme de continuité. Mais il y a une question, c'est sur la question du recrutement, de la rémunération, les perspectives, qui explique un peu cela. Moi, quand on me comparait, on disait Hortefeux, c'est Alain Duhamel qui avait lancé ça. D'ailleurs, un peu le Poniatowski de Giscard. J'ai eu à bénéficier ou à pâtir, chacun peut avoir son idée, à un moment donné, de cette idée de tandem, ce qui d'ailleurs explique que je n'ai pas été nommé ministre de l'Intérieur dès 2007, parce que justement, Nicolas Sarkozy ne souhaitait pas donner tout de suite cette image. Et d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing m'avait posé la question. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas été nommé ministre de l'Intérieur? Et je lui ai dit, un peu à cause de vous, monsieur le président. Donc il était un peu surpris. Je lui ai dit, mais parce que précisément, le tandem que vous formiez avec vous en un, mais Poniatowski derrière, était peut-être aujourd'hui, c'était un peu caricatural. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai peut-être eu tort. D'ailleurs, je ne faisais pas appel à des communicants. Je n'étais pas addict au sondage. Je ne faisais pas appel à des communicants. Et d'ailleurs, cela m'a sans doute coûté. Puisqu'il y a des communicants ou des intellectuels communicants qui sont décédés. Je pense à Patrick Buisson, que je lisais avec beaucoup d'intérêt, mais que je n'ai pas fait travailler, ce qui était peut-être dans son esprit une erreur. Bon. Et là aussi, les instituts de sondage, je les regardais, mais quand on regarde sans doute les finances du ministère de l'Intérieur, de mon côté, il n'y avait pas de cabinet conseil, je ne faisais pas appel à des instituts, et je ne faisais pas appel à des communicants. Aujourd'hui, on perçoit bien que ils servent de boussole, ce que je viens de citer. Bon, moi, ma boussole, c'était ce que je ressentais et les consignes du président de la République, avec naturellement en liaison avec le Premier ministre. Aujourd'hui, je perçois, je ne pense pas me tromper, que Jacques Chirac avait une définition, vous savez, des sondeurs. Il disait c'est pitié des temps modernes. Mais la comparaison était assez juste. Mais enfin, les pitiés, comme vous vous en souvenez, les pitiés, il fallait interpréter leurs oracles. Et comme il n'y avait pas de ponctuation, c'était assez difficile de comprendre ce qu'elles voulaient dire. Bon. Et donc, j'ai un peu cette approche un peu prudente sur ce sujet. Donc là, il y a une différence. Deuxième élément, il y a une évolution, oui, dans la classe politique qui vient, à mon sens, de deux erreurs. La première, c'est l'interdiction du cumul des mandats, qui fait que on a une classe politique qui est arrivée, notamment avec le macronisme. C'était Alain Lamassoure qui avait été un porte-parole, qui était un giscardien. Il dit ils sont arrivés sur un clic.
Et c'est vrai, vous avez aujourd'hui une proportion importante de parlementaires à l'Assemblée nationale qui sont arrivés un peu, tout ça par hasard, parce qu'ils sont présentés comme ça, pas avec le parcours de l'engagement public. Ils sont arrivés, tiens, j'ai une activité, puis je vais prendre ça comme un passe-temps. Et voilà, je crois à la professionnalisation dans tous les domaines. La politique, c'est pas un hobby, c'est l'engagement, et je pense l'engagement d'une vie. Et il y a une deuxième rémunération, j'ai anticipé ce que je voulais dire. Il y a une deuxième raison aussi à l'évolution de la classe politique. Et je vais me faire assassiner, d'autres avant moi se sont fait assassiner, Henri Guénaud, ou même, pour citer quelqu'un qui partage pas tout à fait vos convictions, qui est Jean-Michel Apathy, qui avait dit il y a un problème aussi de rémunération de ses élus. Alors évidemment, pour quelqu'un qui est au SMIC, un parlementaire qui est à 5 000 euros, 5 500 euros, c'est quelque chose d'énorme. Mais en réalité, comment convaincre un professionnel libéral, un patron de PME, de s'engager alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de perspective financière intéressante. Généralement, d'ailleurs, c'est pas pour ça que le politique s'engage, mais c'est un élément, là, une pression familiale, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de perspective financière, il n'y a pas de perspective d'enracinement quand on est parlementaire, puisque finalement, on n'a pas le droit. Je vois bien, moi, je suis responsable dans mon département, qui est le Puy-de-Dôme, la difficulté que j'ai à susciter des candidatures de la part de ces catégories que je viens de citer. Et avec en plus la certitude que votre vie sera décortiquée, épluchée, et de toute manière, elle est publique. C'est-à-dire aujourd'hui, vous vous engagez à la vie politique, vous avez une bonne nouvelle, vous avez la chance de toute façon d'être déchiqueté, vous avez une quasi-certitude que votre voisin ira regarder ce que vous possédez, et en réalité, pas tellement de perspectives professionnelles ensuite. Donc, c'est un sujet majeur, je pense. Sur cette dégradation du climat politique, vous ne croyez pas à des différences plus profondes, c'est-à-dire une génération qui avait de la culture, qui connaissait les humanités, celle d'aujourd'hui, il y a tout de même quelques exceptions, heureusement, n'a pas le même niveau. Vous ne pensez pas que c'est important ? Oui, mais je pense que c'est précisément lié à cela. En clair, la question que vous posez, c'est celle des élites. Pouvez-vous m'indiquer, en dehors de la force des convictions, qu'est-ce qui peut encourager une élite à rejoindre, à s'engager dans la vie publique ? Je ne sais pas. Il y a eu une époque où je prends un exemple dans ma famille politique. Alors, il est de bon ton de taper sur les énarques et dire, malgré tout, moi, comme disait d'ailleurs Nicolas Sarkozy assez régulièrement, je connais assez peu de parents qui se retournent en larmes quand leur fils ou fille est admise à l'ENA. Moi, au contraire, je respecte les écoles, d'autant plus que je ne l'ai pas faite, un peu au désespoir d'ailleurs de mes parents. Je n'ai pas fait l'ENA, mais aujourd'hui, je suis très frappé dans ma famille politique. Il y a les Républicains, il y a beaucoup de personnes très sympathiques, engagées, compétentes, mais au groupe à l'Assemblée, je pense qu'il doit rester 1 ou 2 énarques, pas plus. C'est-à-dire que l'élite administrative française ne s'engage pas dans la vie publique. Alors, encore une fois, certains s'en réjouissent certainement. Je pense qu'il y a aussi une question à se poser sur ce sujet. En changeant de sujet, Brice Hortefeux, comme vous avez été député européen renouvelé à 2 reprises et que bientôt nous allons avoir les élections en juin, un député européen, c'est important à votre avis ? Ça le devient. S'il travaille. Oui, s'il travaille, ça le devient, si vous voulez, parce que le Parlement européen a connu des évolutions qui sont assez fortes et, au regard de l'histoire, extrêmement rapides en vérité. Dans un premier temps, le Parlement européen, c'était une assemblée qui était une assemblée symbolique. Symbolique parce qu'elle illustrait en réalité la réconciliation franco-allemande et même la réconciliation européenne des 6 premiers pays, et ainsi de suite. C'était donc une assemblée qui a un symbole, ça compte. Donc on se retrouve, on a été ennemis, on a été en guerre, on s'est opposés et on se retrouve. Et ensuite, c'est devenu, avec l'effondrement des régimes forts, c'est-à-dire
espagnol, portugais, chypriote, et des dictatures soviétiques des pays d'Europe centrale, c'est devenu une assemblée protectrice des droits et des libertés individuelles. Ça a eu une évolution très nette. Ça s'est fait pour les personnes. Donc on a accueilli des pays qui étaient sous des régimes, encore une fois, autoritaires et des régimes dictatoriaux. Et en même temps, c'est devenu une assemblée qui s'est préoccupée. Je donne cet exemple, quand il y avait eu ce désastre de l'Amoco Cadiz, vous savez, ce bateau qui s'était échoué, qui a déversé. Bon, c'est le Parlement européen qui s'est préoccupé d'obtenir qu'il y ait désormais une réglementation obligeant à des doubles coques. Vous voyez ? Donc c'était une assemblée protectrice. Et maintenant, ça devient une assemblée parlementaire assez classique. Depuis le traité de Lisbonne en 2008, c'est devenu assez classique. Donc c'est pas tout à fait un parlement national, mais ça évolue. Et regardez, hier soir, il a été voté un pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui présente des avancées, qui présente beaucoup de failles d'ailleurs, mais un Parlement qui s'empare d'un certain nombre de sujets. Et donc, le député européen devient utile. Mais le problème, et je le dis sans politiser cela, mais je le pense sincèrement, le problème, c'est que nous sommes puissants là où on est faible, et on est faible là où il y a les puissants. Je vous y explique ce que ça veut dire. Le Rassemblement national est très puissant, puisqu'ils ont, je crois, 24 élus, dans un groupe qui s'appelle le groupe ID. Mais c'est un groupe qui ne compte pour rien au Parlement, rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont puissants dans ce groupe, mais le groupe lui-même ne compte pour rien, parce que c'est un groupe d'extrême droite, et ils sont le 4e ou 5e groupe. Le groupe macroniste, ils sont puissants encore. Les sondages annoncent qu'au contraire que ça sera difficile. Enfin, pour l'instant, dans les sortants, ils sont puissants, mais ils sont que dans le 3e groupe. Bon. Inversement, les sociodémocrates français sont dans un groupe puissant, mais eux, ils sont très peu nombreux. Ils sont 6. Nous sommes dans le premier groupe, les Républicains, dans le premier groupe, le groupe PPE, mais nous sommes faibles dans ce groupe puisque nous n'avons eu que 8 élus la dernière fois. Donc, le poids de la France est faible parce que nous sommes puissants là où c'est inutile et faibles là où ça le serait, au contraire, utile. Vous pensez que ça peut changer en juin ? Il va y avoir vraisemblablement une poussée, entre guillemets, des populistes. Moi, j'aime pas employer ce mot parce que c'est péjoratif. C'est pas cela. On va y avoir une poussée d'une partie de l'Europe qui est de plus en plus exaspérée par les questions de sécurité, les questions d'islamisation, les questions de désordre, tout simplement, de la mondialisation, et ainsi de suite. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce qui se dessine. Mais pour nous, Français, ce vote est un vote, je pense, assez inutile. Le vote utile, si l'on veut peser au sein, si c'est ça le sujet, mais le sujet des élections européennes, c'est beaucoup de la politique nationale. Mais si on veut peser sur la question européenne, pardon de le dire, il faut voter en réalité pour les socialistes ou les républicains, parce qu'eux, ils sont dans les groupes qui pèsent. Mais c'est aussi un vote, c'est aussi l'expression d'une conviction, d'un sentiment. Donc, par définition, moi, je le respecte. Donc, les Français choisiront. Mais, je dis, voilà la réalité. Fort chez les faibles et faible chez les forts. Brice Hortefeux, je voudrais revenir un peu en arrière. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez été plusieurs fois ministre des collectivités territoriales, de l'immigration, et vous avez terminé, si je ne me trompe, comme ministre de l'Intérieur. Si une hiérarchie est à établir, une fonction ministérielle vous a passionné plus qu'une autre ? Oui, je dis bien passionné. Oui, parce que pardon, ce que je veux dire, c'est un peu de banalité, mais l'exercice. J'ai été aussi ministre du Travail, pas longtemps, une demi-année. Le ministère le plus difficile que j'ai exercé, à la fois moralement et pratiquement, c'était le ministère de l'immigration. Pratiquement parce que c'était un ministère qui n'existait pas, et Nicolas Sarkozy a voulu
qu'il y ait un ministère autonome et qui soit un ministère fort. C'est-à-dire que c'était pas un ministère avec un libellé. Je récupérais une partie de l'administration, de la police aux frontières, de la direction des étrangers, de la naturalisation, bref. Et c'était un ministère extrêmement difficile parce qu'on touche à la patte humaine. Vous êtes ministre de l'économie, vous parlez, ce qui est le cas aujourd'hui, de l'endettement, du déficit. Bon, là, on parle de gens qui veulent venir sur notre territoire, dont un certain nombre veulent venir sans en respecter d'abord les règles pour y accéder, sans en respecter ensuite les règles pour y vivre, qu'on est obligé de reconduire. Et s'ils viennent, c'est pas parce qu'ils en ont envie, c'est souvent parce qu'ils y sont contraints par la situation économique, religieuse, sanitaire, et ainsi de suite. Donc c'est un ministère qui est très, j'allais dire, éprouvant. Après, en termes de prestige, le ministère de l'Intérieur, puisque là, on a des moyens considérables. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est un paquebot. Et tous les ministres voudraient être dans des hors-bords. Parce que faire évoluer le paquebot, c'est compliqué. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy m'avait nommé ministre de l'Intérieur, finalement, parce que la situation de la délinquance commençait à se dégrader. Et il voulait que je reprenne en main, ce qui a d'ailleurs été fait, puisque l'époque pendant laquelle j'étais ministre de l'Intérieur, grâce aux équipes et grâce aux policiers, aux gendarmes, c'est une époque, on l'oublie un peu, où la délinquance diminuait, la délinquance globale diminuait, et le taux d'élucidation augmentait. C'est-à-dire exactement l'inverse d'aujourd'hui. Et donc, quand j'ai quitté ces fonctions, qui sont aussi des fonctions éprouvantes, je pouvais présenter un bilan. À l'époque, ça se faisait avec Alain Bauer, qui était le président de l'Observatoire de la délinquance. Il y avait bien sûr des éléments qui étaient négatifs, mais la délinquance générale était en diminution. Et le taux d'élucidation, c'est-à-dire ce qui permettait de déférer à la justice, lui était en augmentation. À propos de l'immigration, justement, Brice Hortefeux, on a l'impression que, en présumant une bonne volonté générale aujourd'hui du pouvoir en place, qu'il y a une forme d'impuissance. Est-ce que vous la trouvez, ce sentiment, vous le trouvez justifié? Ou bien, pourquoi le citoyen a-t-il l'impression qu'on ne parvient pas à relever les défis qui, quotidiennement, se présentent, oui, et notamment ces dernières semaines? Bien sûr. Moi, d'abord, je crois à la puissance publique. Je ne crois pas du tout à l'impuissance. S'il y a impuissance, c'est qu'il y a soit une absence de volonté, soit une absence d'organisation, soit une absence d'objectif. Et ça peut être les trois, en réalité. Et je vous donne un exemple simple. Il y a aujourd'hui un chiffre de délivrance de titres de séjour qui est le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais connu. 330 000. Il y a aujourd'hui un nombre de demandeurs d'asile qui est le nombre le plus élevé que nous n'ayons jamais connu. Il y a aujourd'hui un nombre de mineurs isolés qui est le plus élevé que nous n'ayons jamais connu. Il y a aujourd'hui un nombre de clandestins, c'est-à-dire d'illégaux, c'est-à-dire de personnes qui viennent sur notre territoire sans nous demander notre avis, et qui est le plus élevé que nous n'ayons jamais connu. Et à mon époque, je vous donne, je ne vais pas donner 50 ans, mais quand j'étais ministre de l'Intérieur et de l'immigration, parce que l'immigration m'avait été rattachée, on délivrait 192 000 titres de séjour. C'est déjà beaucoup d'ailleurs. Et aujourd'hui, 330 000. Demandeurs d'asile, on était aux alentours de 55 000. Et aujourd'hui, on est autour de 162 000. On peut changer les méthodes de calcul, on peut atteindre même plus. Mais enfin bon, si c'est des deuxièmes demandes. Et mineurs isolés, on devait être autour de 5 000. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et je crois qu'il est possible de jouer. Sur la délivrance des titres de séjour, on peut dire, voilà, on délivre cette année tant de titres de séjour et on n'ira pas plus loin. Mais si vous voulez venir dans notre pays, retentez, refaites la queue, en quelque sorte, l'année prochaine. Nous accueillons, nous considérons, nous sommes quand même... nous devons pouvoir décider qui on veut accueillir. Voilà, c'est ce que j'ai dit. La France a le droit, comme tous les pays du monde, de décider qui elle veut, qui elle peut et qui elle souhaite accueillir. Bon.
Et donc, on dit, ben voilà, cette année, il y aura tant de titres de séjour. Et si, une fois qu'on a atteint ce chiffre, ben on dit, l'année prochaine, vous pouvez naturellement revenir. Comme on fait pour un concours, comme on fait pour plein de choses dans la vie. Deuxième élément, il y a la question du droit du sol et du droit du sang. C'est un sujet qui est déjà abordé sur les territoires d'outre-mer, qui est déjà en situation dérogatoire à Mayotte. On ne peut pas faire l'économie, je ne veux pas revenir longtemps, trop longtemps, mais on ne peut pas faire l'économie d'une évolution sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'est une évolution, attention au concept, qui était de gauche, qui est devenu à droite, qui était de droite et qui est passé à gauche. Enfin, tout ça, ça a été très mouvant, la question de droit du sol et droit du sol et d'autres histoires. Et troisième élément, et c'est sans doute là où je ne suis pas allé, moi, à l'époque, assez loin, et pourtant je le pressentais, mais après c'est le temps, c'est la question de l'accès à la nationalité. Je pense que c'est le sujet majeur. Il faut modifier les conditions d'accès à la nationalité. Parce que la situation est totalement différente. On peut accueillir des étrangers, et nous sommes une ancienne puissance coloniale, et donc nous avons des liens particuliers avec un certain nombre de pays du monde, ce qui nous oblige à des droits, tant que ces pays d'ailleurs nous reconnaissent et nous admettent et nourrissent des partenariats. S'ils nous demandent de partir, ça doit changer, à mon avis, les règles. Mais l'accès à la nationalité, une fois qu'elle est acquise, la nationalité, on ne peut plus rien faire. Donc moi, je suis pas du tout pour l'immigration zéro, parce que bien sûr, nous avons besoin d'une immigration pour un certain nombre de domaines, mais il ne faut pas non plus fantasmer là-dessus. Aujourd'hui, il y a 462 000 étrangers qui sont à la recherche d'un emploi. Est-ce que nous avons besoin d'accueillir encore d'autres étrangers ? Peut-être, commençons déjà par trouver un emploi pour ceux qui sont ici et dont notre économie a besoin. Mais je pense que le fond du problème, aujourd'hui, c'est la question de l'accès à la nationalité. Parce qu'une fois que la nationalité est délivrée, on ne peut plus rien faire. Brice Hortefeux, avec la vision que vous avez formulée tout à l'heure, votre conception de la droite, l'ordre, l'autorité, une forme de pragmatisme intelligent, quel est, à votre avis, ce qui demeure comme véritable différence avec le Rassemblement national ? De mon point de vue, puisque vous m'interrogez à titre personnel, d'abord, il y a une question de racines. Moi, j'ai puisé, pour des raisons, naturellement, l'état civil, je n'ai pas connu le général de Gaulle, même si tout petit, ma mère m'avait traîné pour que je le voie, mais une fois, une cérémonie du 11 novembre. Mais moi, j'ai puisé les racines de mon engagement dans le gaullisme. Et le Rassemblement national, c'est un constat, c'est leur choix, puise les racines de leur engagement dans l'antigaullisme. Ça fait une première différence. Deuxième différence, j'allais dire philosophiquement, c'est que je me méfie de ceux qui expliquent qu'il existe des solutions simples à des problèmes compliqués. Et c'est toute la stratégie, en réalité, des extrêmes. Les extrêmes, de gauche, d'extrême gauche ou de droite, ils ont toujours cette méthode. La situation est celle-là, pas de souci, il y a la solution. Non, quand il y a des problèmes compliqués, les solutions elles-mêmes doivent être particulièrement équilibrées. Bon. Et c'est aujourd'hui le Rassemblement national, la différence majeure, mais c'est un sujet que j'évoque parce que vous savez, on est 75 à Bruxelles et Strasbourg, donc on côtoie des élus. Et puis moi, j'ai des personnes qui ont été dans la majorité à l'époque de Nicolas Sarkozy, ou même qui ont été ministres, comme Thierry Mariani, que je connais depuis aussi des décennies, qui sont en Rassemblement national. Je leur demande, je dis comment. Je l'ai dit d'ailleurs à un député qui s'appelle Jean-Paul Garot, qui est un magistrat d'ailleurs. Je lui ai dit, mais comment peux-tu accepter de participer à la vie d'une formation politique qui, par exemple, à l'Assemblée nationale, a refusé de voter les contreparties du RSA, des travaux en contrepartie du RSA. Ils ont aujourd'hui, sur un certain nombre de points, aligné sur le programme ou la conception de la société de la France insoumise. Et puis, si vous voulez, c'est une formation qui, tous les 10 ans, change de conviction. Et je vous donne simplement cet élément, et
On parle de l'Europe, la période actuelle. Il y a 10 ans, c'est rien 10 ans dans l'histoire. Il y a 10 ans, ils indiquaient officiellement que la première, pas la seconde mesure, la première mesure qu'ils devraient prendre en cas de succès, c'était le rétablissement de la monnaie nationale, c'est-à-dire la sortie de l'euro. C'est-à-dire, en réalité, la ruine des épargnants, des retraités, et ainsi de suite. Ils ont changé d'avis depuis. Très bien. Mais moi, ça ne me rassure pas, les gens qui changent d'avis. Vous savez, je crois fondamentalement qu'une des clés de la confiance, c'est la constance. Et là, on a des exemples précisément d'inconstance. Donc, plus que la confiance, ça inspire, à mon avis, ça devrait inspirer la méfiance. Donc, Brice Hortefeux, et j'en profite pour compléter mon interrogation, vous n'avez aucune aspiration à l'union des droites pour aller vite, et puis-je vous demander comment vous appréhendez l'état de la droite aujourd'hui ? L'union des droites, je pense qu'elle ne peut pas se décréter, franchement, avec les états-majors. Ça, c'est pas comme ça. On voit très bien, on sera naturellement cloué au pilori. Et puis, il y a une règle politique, moi, qui me paraît assez simple, parce que c'est une question qui est posée. C'est assez difficile de s'entendre avec des gens qui espèrent vous remplacer. Ouais, honnêtement, non, si on aspire à me remplacer, ça ne me suscite pas immédiatement un climat d'union. Bon. Donc, il y a ce premier élément. En revanche, il faut s'adresser aux électeurs. Parce que dans une démocratie, ce sont les électeurs qui comptent. Donc, pendant des années, certains ont ostracisé ceux précisément qui votaient pour le Rassemblement national. C'est dans une démocratie, il ne faut pas insulter l'électeur. Moi, je ne suis pas macroniste, mais je n'insulte pas les électeurs qui se sont portés sur Macron. Je considère que c'était une erreur, que le macronisme, que le en même temps, ça voulait dire nulle part. Mais je ne vais pas insulter en disant vous vous êtes trompé, donc comme ça. Bon. Donc, je crois que s'il y a une union, elle doit se faire par les électeurs, oui. Et moi, je souhaite ardemment que, naturellement, ces électeurs qui partagent des conceptions d'ordre, d'autorité, qui sont préoccupés par la question migratoire, qui sont attentifs à la fragmentation, pour ne pas parler de la dislocation de notre société, qui sont effondrés par le délitement de l'école et ainsi de suite. Il y a bien sûr toutes des préoccupations qui sont communes. Mais vous savez, la phrase de Laurent Fabius était une phrase assez intelligente. On peut poser des questions, mais aussi y apporter des mauvaises solutions. Et là, je vous dis, le programme économique du Rassemblement national, qui quand même nous expliquait qu'ils étaient à un moment donné pour la retraite à 65 ans, puis ensuite sont à la retraite à 60 ans, enfin tout ça. On peut prendre plein de sujets, il y a des incohérences qui sont décennales. Tous les 10 ans, il y a des changements. Moi, je vous dis, ça ne rassure pas. Donc voilà, je pense que là-dessus, les Républicains, ma famille politique, c'est pour ça d'ailleurs que j'y suis encore. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a des engagements qui ne sont pas les miens. Mais je pense que ma famille politique, elle a quand même cette constance. Elle a d'abord cette lignée. Tout n'a pas été réussi. Enfin, tout n'a pas été non plus échoué. Moi, j'appartiens à une famille, encore une fois, qui puise son engagement dans le gaullisme, dans le pompidolisme, sous une certaine forme dans le giscardisme, et de Nicolas Sarkozy, qui est le dernier à avoir fait gagner. Bon. Donc, il y a une constance, malgré tout, dans tout cela. Voilà, on est pour l'autorité, on est pour une Europe raisonnée, on est pour une certaine forme d'équilibre social et défense d'un certain nombre de valeurs. Et ça, c'est constant. C'est pas à géométrie variable. Certains, depuis des années, avec une sorte de volupté jouissive, ne cessent d'annoncer la mort des Républicains. À votre avis, aujourd'hui, sont-ils en redressement ou est-ce que la chute continue ? Vous savez, pour le succès, il faut qu'il y ait un programme, un parti et un chef. C'est ça.
Et ça fait pas moderne, ce que je vous dis. Mais c'est la réalité. On peut trouver des tas de mots. On peut trouver... La langue française, on le sait depuis Saussure, et nous avons la chance d'avoir une langue riche. Donc on peut trouver des tas de synonymes. Mais à la réalité, c'est ça. Et, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un projet qui soit un projet lisible. Et je pense que le nôtre progresse dans ce domaine. Et on sait qu'on est contre les hausses d'impôts, on sait qu'on est pour la protection des retraités, on sait qu'on est, encore une fois, l'autorité et tout ça. Et on a un parti qui existe. Il y a encore des militants. Je suis d'ailleurs, moi, assez stupéfait. Je suis président de ma fédération, je suis dans le Puy-de-Dôme. Les militants sont nombreux. Quand on fait des réunions, ils sont là, ils s'accrochent, ils y croient. Ce qui, honnêtement, m'épate, fait plaisir, et d'ailleurs qu'on donne un peu d'émotion, d'ailleurs. Et puis, il faut ensuite l'incarnation. Ça ne peut pas fonctionner sous la Ve République. On n'est pas sous la 4e. Sous la Ve République, il faut qu'il y ait une incarnation. S'il n'y a pas d'incarnation, on peut avoir le meilleur programme de la Terre, le meilleur projet de la planète, un parti structuré. Mais s'il n'y a pas d'incarnation, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut que nous allions vers l'incarnation. Et je pense qu'on a des personnalités qui peuvent porter cette incarnation. Je pense qu'elles existent. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez qui n'est pas aujourd'hui en phase avec l'opinion. Je ne suis pas totalement aveugle et sourd et muet, mais muet, je ne suis pas parce que je suis chez vous, mais en tout cas. Mais Laurent Wauquiez a à la fois ses qualités personnelles, par sa formation, par son expérience, comme ça. Il faut en avoir envie. Honnêtement, il faut avoir envie d'être président de la République. Franchement, moi, je tire mon chapeau, là. De temps en temps, vous le faites à l'émission sur CNews. De temps en temps, vous dites on tire un chapeau. C'est vrai, il a été responsable politique. Laurent Wauquiez, lui, a envie et il faut qu'il porte le projet. Vous savez, c'est faisable. Il y a d'autres personnalités au sein des Républicains qui semblent valables, à moins qu'un candidat se dégage et qu'il apparaisse comme un candidat naturel. Si ça n'est pas le cas, vous seriez à nouveau favorable à des primaires ? Non. J'avais dit, il y a quelque temps, sous une forme un peu de jeu de mots, mais j'avais dit primaire et dernière. Mais si vous voulez, il faut tirer les leçons. Vous savez, c'était Lénine qui disait le plus grave n'est pas de commettre une erreur, mais c'est de persévérer. Donc soyons léninistes quelques secondes. Si vous voulez, on a testé le système des primaires à 2 reprises. Et à 2 reprises, on a été sortis et on n'est pas allé au 2e tour. Et à 2 reprises, les candidats qui s'étaient exonérés de primaires, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Marine Le Pen, eux sont arrivés au 2e tour. Il n'y a pas de corrélation exacte. Enfin, en tout cas, j'observe. Donc, il faut imaginer un autre système qui est facilement... On peut regarder des pistes. Ça peut être une décision du bureau de notre famille politique. Ça peut être une décision interne, choses comme ça. Mais, en tout cas, je suis plus favorable au système des primaires. Les primaires ont conduit ou accompagné l'échec. Donc, il faut changer de système. Durant votre vie politique, et heureusement elle continue, Brice Hortefeux, y a-t-il des polémiques qui vous ont plus blessé que d'autres ? Oui, d'abord, on se figure que les politiques sont comme des tortues, ils ont des carapaces qui fait que tout passe, tout glisse, et choses comme ça. En réalité, le propre d'une carapace, c'est d'avoir une faille. Donc, la faille, la carapace, le talon d'Achille, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on apprend un peu la distance. On apprend la distance, incontestablement. Et moi, j'ai eu beaucoup de polémiques, parce que mes fonctions faisaient qu'il allait y avoir de la polémique. Mais si vous voulez, dans les petites choses, je donnerais une situation individuelle, puis quelque chose qui était un peu plus collectif. Je suis un matin, je me lève depuis toujours très très tôt et j'écoute aux premières nouvelles vers 5 heures. J'étais dans l'appartement du ministère de l'immigration et j'entends qu'une jeune femme turque, une femme turque âgée de 89 ans avait été interceptée chez elle et reconduite.
Je me dis, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et ça montait, j'entends 5h, 5h30, et ainsi de suite. Et alors là, ce sont des moments difficiles. Parce que ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est la patte humaine. Donc, dans ces cas-là, alors on s'agace. Je pris le téléphone pour appeler le préfet, le réveiller. Parce qu'il n'y a pas eu d'ailleurs le directeur de cabinet du préfet. Pourquoi, comment, expliquez-moi, et ainsi de suite. Bon. Et ça m'avait sur cette journée atteint. Pourquoi, comment, qu'est-ce s'est-il passé? L'administration est-elle obtuse? Quelle était-elle? J'ai eu un deuxième cas, c'est une polémique avec une jeune fille immigrée à Orléans qui avait réussi à émouvoir toute la presse locale, la classe politique locale, en expliquant mariage forcé, reconduit, et ainsi de suite. Bon, tout était bidon. Le préfet de région de l'époque s'appelait Fragno. Je l'appelle et il m'explique tout ce que c'était. Bon. Et ça montait tellement que on ne pouvait plus arrêter. Et j'ai été obligé de céder. Et ça m'a fortement déplu. Et le préfet, d'ailleurs, l'a très mal vécu. Et je ne rentre pas sur la suite de ce qui lui est arrivé, de ce qui, malheureusement, il a fait. Mais c'était un désaveu de l'autorité de l'État. Donc ça m'a... Et puis, j'ai eu la polémique sur ce qu'on a appelé les Auvergnats. Et les Auvergnats, en réalité... j'avais dit, quand il y en a un, ça va, à l'occasion d'un groupe qui plaisantait sur un jeune maroco-portugais. En plus, moi, à titre personnel, je suis assez lié au Maroc. Donc, et donc là, il y avait une dame qui était... une parente de Jean-Michel Apathy, d'ailleurs, qui plaisante et tout. Et je dis, oui, c'est vrai, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Ce qui est d'ailleurs vrai, parce que sur le fond, la question de l'immigration, c'est la question du nombre. Bon. Mais là, c'était dans un autre cadre. Et la polémique qu'il y a eu m'a personnellement blessé. Et même si juridiquement, d'ailleurs, j'ai gagné parce que j'ai été poursuivi par le MRAP et finalement, c'est moi qui ai fait condamner le MRAP. Mais c'était un moment qui était désagréable parce qu'on a essayé de présenter, vous savez, c'était l'époque où les guignols ont présenté un peu en Waffen-SS. Donc, ce sont des moments qui sont désagréables, même si on est un peu habitué. On doit s'y habituer, en tout cas. Est-ce que, pour une personnalité politique, Brice Hortefeux, même lorsqu'elle n'aspire pas à la présidence de la République, est-ce que la notion de bonheur peut avoir le même sens que pour le particulier anonyme? Non. Je pense que c'est la même chose. Le moment de bonheur, moi, je l'ai eu une fois. C'est quand j'ai été nommé pour la première fois au gouvernement et que j'ai pu annoncer ça à mes parents, à ma famille. Et Nicolas Sarkozy m'avait dit à l'époque, profites-en, c'est la dernière fois. Et c'est pas faux parce que après, on est confronté aux épreuves de la réalité parce que gouverner, c'est pas faire croire, c'est agir. Vous avez la formule de Machiavel. Non, gouverner, c'est agir. Et agir, c'est décider. Et décider, c'est faire des mécontents. C'est parfois décevoir. Donc, le moment de bonheur, oui. Mais comme tout moment de bonheur, il est, dans ce domaine, très fugace. Et malheureusement, Brice Hortefeux, ma dernière question. J'entends souvent dans les débats, ici ou là, des propos un peu péremptoires, défaitistes, au-delà du pessimisme, qui disent « tout est fichu, il n'y a plus rien à faire » sur le plan politique et plus globalement sur l'état de la société. Et j'ai tendance à protester en disant que penser cela, c'est la déroute alors de la politique. Qu'en pensez-vous? Et ce sera malheureusement pour moi votre dernière réponse. Moi, je crois beaucoup à la puissance publique et je ne crois pas du tout à la fatalité. Un jour, Valéry Giscard d'Estaing, que j'ai côtoyé en Auvergne, me disait, s'interrogeait sur la capacité de réformer notre pays. Finalement, je ne sais plus si c'est lui, sans doute lui d'ailleurs, mais m'a convaincu d'une chose, c'est qu'il existe non pas des baies, mais des lucarnes pour gouverner. Et je pense que la leçon pour un responsable public, c'est de bien comprendre que lorsqu'il est élu chef de l'État, parce que chez nous, tout procède en réalité, pour l'essentiel en tout cas, du chef de l'État, il existe une lucarne qui est sans doute les premiers mois, les quelques premiers mois de sa prise de fonction. Et après,
il faut faire la pédagogie, il faut expliquer. Parce que dans une démocratie, on ne peut rien faire accepter si l'on n'explique pas. Merci beaucoup, Brice Hortefeux. Merci de m'avoir invité.